tous les dossiers sont sécurisés par courtier. C'est un petit peu la tranquillité qu'on offre aussi aux propriétaires. Tous les dossiers passent par courtier tout simplement parce que ça me permet moi de rassurer le propriétaire, lui dire voilà, si demain on signe un compromis, on va pas perdre de temps. Voilà, on va pas commencer à perdre du temps. Et ça permet aussi au propriétaire de se rassurer et de pouvoir avancer sur son futur projet. Donc là, c'est ce qu'on va voir justement avec mon partenaire financier, Simon Flamand, qui va un petit peu expliquer qu'est-ce que regardent les banques lorsqu'ils étudient le financement d'un acquéreur, de votre acquéreur, et voir aussi un petit peu les tendances 2022, à quoi les banques vont regarder. Donc on est en présence de Simon Flamand, mon partenaire financier chez Prestigito, qui va nous expliquer un petit peu à quoi regardent les banques dès lors que je lui envoie par exemple un dossier. Qu'est-ce que regardent les banques en fait pour que le financement en tout cas de la personne se passe au mieux. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu Simon, quand je t'envoie un dossier, voilà, comment ça se passe. Quand je suis amené à rencontrer tes clients pour lesquels tu me recommandes, le but est avant tout de pouvoir assurer le vendeur et d'être sûr que la partie financement de l'acquéreur potentiel permettra d'aller au bout et à la signature de l'acte authentique. Donc ce qu'il faut, c'est conforter le vendeur par une analyse fine de la situation de l'acquéreur. Les éléments que je vais regarder sont ceux qui sont analysés également par les banques. C'est dans un premier temps la situation professionnelle, avoir un équilibre sur cette situation professionnelle par un CDI ou en étant titulaire de la fonction publique. Pour un indépendant, il faut une ancienneté de 3 ans sur l'activité en tant qu'indépendant. Donc un vrai équilibre sur la situation professionnelle de l'acquéreur ou du couple, s'ils achètent en couple. Ensuite, ce que va regarder la banque, c'est l'endettement. L'endettement est lié au revenu net imposable de l'avis d'impôt. Ce que va regarder également le banquier, c'est ce qu'on appelle le saut de charge. Le saut de charge, c'est combien paye aujourd'hui l'acquéreur de loyer ou de mensualité de prêt et combien est-ce qu'il paierait demain de mensualité de prêt pour cet achat. S'il y a une différence, imaginons qu'aujourd'hui c'est 500 € tous les mois et demain c'est 750, cette différence de 250 € doit être placée tous les mois à l'heure actuelle sur un compte épargne pour prouver à la banque que demain le client sera en mesure de pouvoir supporter 750 € par mois. Tu disais d'avoir l'histoire des 33%, donc pas dépasser les 33% idéalement d'endettement. L'endettement par rapport au revenu et le saut de charge pour montrer qu'il peut supporter la nouvelle charge. Donc c'est d'avoir fait de l'épargne en amont et ça se voit sur les relevés de compte finalement. Justement, l'analyse des relevés de compte sera faite également, avoir une bonne gestion bancaire, c'est important, donc sans découvert, sans être à découvert, sans avoir de commission d'intervention, d'AJO, d'intérêt débiteur, avoir une bonne tenue de compte, c'est ce que va demander le banquier. Cette bonne tenue de compte est liée au fait de créer de l'épargne tous les mois, de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne, je dirais même moins, et afin d'être en mesure de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. Alors si par exemple, on va prendre un exemple concret, quelqu'un qui se positionne ou en tout cas qui souhaite, on va dire même acheter sa résidence principale. Donc il y a un prix qui est déterminé, tout ça par rapport au prix du bien. À partir de là, parce qu'il y en a beaucoup, moi je vois dans mes clients qui me disent j'ai déjà été voir ma banque me suit sur mon projet. Et je me rends compte, moi, qu'en réalité, moi c'est mon ressenti, mais que les banques ne rentrent pas dans le détail. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la banque, par exemple, et de le faire passer justement par un courtier? En fait, un conseiller en banque ne fait pas que du prêt immobilier. Moi, je fais tous les jours, au quotidien, du prêt immobilier et uniquement du prêt immobilier, avec de l'assurance emprunteur, mais c'est lié. En banque, en plus du prêt immo, il va faire de l'ouverture de compte, il va faire de l'épargne, de l'assurance habitation, de l'assurance voiture. Il peut faire du téléphone, il peut faire du leasing, il fait plein de choses. C'est donc pas un spécialiste du prêt immobilier. Et je voulais savoir, déjà pour commencer, est-ce que c'est gratuit? La prestation, demain je t'envoie un client,
à la base, est-ce que c'est gratuit pour lui? Non, 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 ce ne sera pas gratuit, tu travailles mérite salaire. Il y a des honoraires de courtage, tout comme il y a des honoraires d'agence. Après, l'idée, c'est que ces honoraires, alors déjà, ils sont financés, ils sont dans l'emprunt. C'est le notaire qui me les verse à la signature de l'acte authentique. Et c'est surtout que le gain que je vais permettre au client, bien entendu, annule ces honoraires de courtage. C'est-à-dire que je leur prends une petite partie de ce que je leur fais gagner. Je vais te donner un exemple. Un client me sollicite, ils ont un projet, la maison est à 220 000 euros. Ils sont allés voir leur banque leur propose sur 300 mois un prêt à un taux de 1,50 sur 300 mois, ce qui est une belle proposition. L'échéance assurance incluse est à 1010 euros par mois. Donc le client va supporter 1010 euros pendant 300 mois. 1010 fois 300, on arrive à 300 000 euros de coût total de crédit, capital plus intérêt plus assurance. J'analyse la situation. Moi, je leur conseille de se financer sur 20 ans. Pour la même maison, ils vont payer 24 000 euros de coût total de crédit en moins. Au lieu de payer 75 000 euros d'intérêt et d'assurance, ils vont payer que 50 000. On dit que, mais il y a quand même 25 000 euros d'économisés. Et moi, je les ai financés à 0,86 sur 20 ans. Là, c'est une très très belle négo. Et c'est ce que je te disais là juste avant. Le fait d'avoir un nombre de dossiers conséquents, d'avoir la confiance de nos partenaires bancaires avec qui on travaille au quotidien et de leur apporter des dossiers ficelés, montés, nous donne accès à des taux d'intérêt plus intéressants. Après, on est nous aussi source de conseils. Le but du jeu, c'est que le client, il paye le moins possible. Ça, c'est ce pourquoi je vais me battre. La banque, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle veut faire payer son client le plus possible, parce que c'est son revenu. Et c'est l'intérêt pour un propriétaire qui souhaite mettre en vente son bien. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Dans la confiance qu'il te donne, quand tu signes un mandat de vente avec ton propriétaire vendeur, c'est tout un service complet que tu lui apportes. Pour ma part, moi je viens assurer à ton vendeur que lorsqu'il s'engage sur un compromis avec toi, il est sûr que ça aille à l'acte authentique. Et qu'au bout d'un mois et demi ou 2 mois, l'acquéreur ne va pas avoir de refus de prêt. L'idée c'est celle-là, c'est d'éviter le refus de prêt. Perdre du temps. Tout à fait. Donc il ne perd pas de temps, c'est de l'efficacité tout simplement et c'est une question de service. Et au départ, quand quelqu'un souhaite juste avoir une information sur son financement, même quelqu'un qui veut te solliciter, c'est dans cette partie-là où je dis, à la base, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Effectivement. Il n'y a rien à signer, il n'y a rien à payer. Tout comme on l'a fait avec Madame Gauthier tout à l'heure, en vue de réaliser un projet, on a fait une étude qui est totalement gratuite, qui est sans engagement. En gros, mon activité est orientée autour de 6 rendez-vous. Le premier rendez-vous est gratuit sans engagement. Le deuxième rendez-vous, c'est le client qui me remet les pièces pour monter le dossier. Le troisième rendez-vous, après les négociations, je viens lui présenter ce que j'ai négocié. Le quatrième rendez-vous, je l'accompagne à l'agence bancaire. Le cinquième rendez-vous, je signe les offres de prêt avec lui. Le sixième rendez-vous, c'est là où on se voit chez le notaire pour la signature de l'acte authentique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le notaire qui me verse les honoraires. C'est vraiment à la fin que la relation est payée. Par rapport à l'année en cours, donc là on arrive en 2022, est-ce qu'il y a des changements à savoir, à quoi on peut s'attendre justement au niveau des banques si par exemple je décide d'acheter un bien? Le prêt immobilier est en lien étroit avec le marché immobilier, notamment avec les prix de vente. Et les conditions, donc les taux d'emprunt, sont aussi liés à l'inflation. On a une tendance inflationniste, c'est ce qui se dit, donc la courbe d'inflation va monter. Théoriquement, les taux d'intérêt devraient monter un peu, mais ça ne va pas exploser. Donc on a une tendance 2022 qui est encore très compétitive comparée à il y a quelques années. Le prêt IMO restera un produit d'appel, parce que c'est un produit d'appel aujourd'hui pour les banques, clairement, c'est pour gagner de nouveaux clients et continuer de fidéliser leurs clients actuels. Le prêt immobilier va rester un produit d'appel, et donc avec des conditions très intéressantes, même si les taux d'intérêt vont monter un peu. Ils vont serrer un petit peu la vis sur le taux d'endettement, parce qu'on parlait de 33, on pouvait passer jusqu'à 35% d'endettement.
On arrive à avoir des fois des personnes qui étaient financées même au-delà de 35% d'endettement. Est-ce que là, ils resserrent la vis sur ça? Est-ce qu'ils vont avoir des contrôles ou... Clairement, on le sent hein, déjà depuis quelques mois. Avant, c'était des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière. C'est ce qui régit un petit peu le marché du prêt immobilier. Hein. C'est une antenne du ministère de l'économie et des finances. Avant, c'était des recommandations. Demain, ça va devenir des obligations dans le sens où les banques vont être contrôlées. Les éléments sont les suivants. L'endettement, maximum 35%. Peu importe le reste à vivre, qui est un élément aussi important, entre ce qu'on gagne et ce qu'on paye pour son prêt, et ce qui reste assez, ça c'est le reste à vivre. Peu importe le reste à vivre, c'est 35% d'endettement maximum. Et c'est une durée de prêt qui va au maximum à 25 ans sur la résidence principale, au maximum à 20 ans sur une résidence en investissement locatif, sur une résidence locative. Et puis aussi, ce qui est attendu de plus en plus, alors ça c'est pas une obligation, mais c'est quand même un souhait bien prononcé par les banques, c'est d'avoir de l'épargne et de cette épargne en utiliser un peu pour l'apport, pour financer une partie des frais. Et on peut encore emprunter mais sans apport? Souvent on entend les financements à 110%. Est-ce qu'on peut emprunter sans apport? Chaque dossier est particulier. Il est encore possible d'emprunter sans apport, mais sans épargne et sans apport, c'est très très compliqué. Donc l'idée c'est de, en tout cas quelqu'un qui souhaite vendre son bien, la finalité c'est que en passant par mes services, automatiquement tous mes dossiers sont envoyés avec toi pour justement permettre que s'il y a signature de compromis, on sait vers quoi on va et pas d'avoir de refus de prêt et de perdre du temps finalement dans la vente. Donc ça, c'est là où c'est intéressant de sécuriser, on va dire, le dossier, parce qu'il y en a beaucoup qui, alors soit ils vendent en particulier, pourquoi pas, ou vont vendre peut-être même avec agence, c'est pas le problème, mais peuvent se retrouver à se dire j'ai perdu du temps parce que la personne, elle n'est pas finançable, etc. Dernièrement, moi j'ai eu un dossier où c'était une personne par exemple de Paris. Est-ce que vous financez même des personnes qui viennent d'autres régions hors que les Hauts-de-France? Oui, tout à fait. J'ai fait des prêts IMO partout en France. Grâce à certains de tes clients notamment qui sont partis de Roubaix pour partir s'installer en Dordogne. On peut financer partout en France, hein, nos conventions le permettent. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, pour le vendeur, normalement s'il vend sa résidence principale, il a un autre projet derrière. Et c'est aussi là où il n'a pas de temps à perdre et que peut-être qu'il a lui repéré un bien qu'il souhaiterait acheter, mais que son acquisition, elle est forcément liée à sa vente, puisque des fonds qui sont aujourd'hui dans les murs de la maison qu'il vend vont être utilisés comme apport pour le nouveau projet. Et donc voilà pourquoi aussi le client vendeur a tout intérêt. C'est tout un montage financier. C'est tout un montage financier, voilà. effectivement. Bon, pour avancer dans son projet, il est obligé de vendre et peut-être du coup de rembourser soit son crédit, des fois même faire des rachats de crédit, des choses comme ça. Bon, en tout cas, voilà, l'idée